Si tu aimes mes vidéos, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche afin d'en manquer aucune. Merci. Les Russes étaient appelés aux urnes dimanche dans 41 régions pour des élections locales qui se déroulaient sur 3 jours. Le vote s'est tenu dans un contexte tendu pour Vladimir Poutine dû à une situation économique difficile et beaucoup d'accusations de corruption aussi envers les membres de son parti Russie Unie. On discute de tout ça avec notre politologue dans le cadre de la chronique internationale, Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour, Émilie. Ces élections locales-là, c'était vraiment un test, en fait, pour la formation du président en vue des élections législatives qui vont se tenir dans 1 an pour les députés de la Douma? Oui, quand même, parce que il y a eu beaucoup de réformes impopulaires depuis les dernières élections législatives qui datent de 2016. On peut penser à la réforme des retraites qui a eu lieu, qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a le changement de constitution aussi qui a fait débat. Et depuis ce temps-là, il y a eu le premier ministre Medvedev qui a été tassé, qui a été remplacé par un nouveau premier ministre. Même si Vladimir Poutine reste populaire, son parti l'est beaucoup moins. Pour une raison, c'est que le parti ou toutes les autres institutions, ça parle vraiment des infrastructures déficientes, les hôpitaux, les écoles, les routes cabossées, et justement toute la petite corruption au niveau local. C'est vraiment des enjeux qui parlent et le parti Russie Unie est éclaboussé là-dessus. Ce vote-là va être vraiment intéressant à suivre parce que il y a des élections qui se passent vraiment un petit peu partout dans le pays, pas juste dans une région en tant que telle, c'est vraiment dans plusieurs régions et ça va nous permettre de prendre le pouls de la population sur ces enjeux-là. Et justement, quel genre de poste était en jeu pour les élections locales? Il y en avait beaucoup lors de ce vote-là. Il y avait une vingtaine de gouverneurs, des premiers ministres de province qui devaient être élus. Il y a aussi 11 assemblées nationales, 5 maires de ville, dont la 3e plus grosse ville du pays, Novosibirsk, qui avait un vote pour élire leur maire. Il y a 58 élections municipales où on choisissait nos conseillers. Il y avait 4 élections partielles pour nommer des députés qui vont se rendre à la Douma. Et en tout et partout, comme tu as dit, il y a 41 régions sur les 85 qui vont avoir un vote. Et ce vote-là se passe quand même dans 8 fuseaux horaires différents. Oui, c'est vrai, parce que la Russie, c'est un grand pays. Et est-ce qu'il y a déjà des résultats qui sont annoncés pour les élections? On a quelques résultats partiels, mais comme on l'a dit, c'est un vote qui se tenait sur 3 jours. Il faut savoir que la Russie, des fois, il y a des régions qui sont très éloignées. Pour la logistique, c'est plus compliqué, justement avec les fuseaux horaires, mais aussi avec juste la logistique du vote. Donc, ça arrive au compte-gouttes. Les résultats qu'on a, c'est vraiment, sans surprise, c'est une écrasante majorité du Parti Russie Unie pour leur victoire. Mais il y a quand même beaucoup d'allégations de fraude. C'est à voir pour la suite des choses. Mais il y a quand même des partis d'opposition qui ont réussi à arracher quelques victoires dans leur coin, dont quelques sièges qui vont aller au Parti social-démocrate Russie Juste, qui est un des partis d'opposition, on va dire, crédible, entre guillemets. Mais il y a aussi l'opposant de Navalny, qui réclame une victoire symbolique à Novosibirsk, la 3e plus grande ville du pays. Lui, Navalny avait fait un appel au vote utile. Ici, on appelle ça le vote stratégique. Il invitait ses militants à regarder dans chacune des élections locales quel candidat avait le plus de chances de gagner face au candidat de Russie Unie. Et justement, dans certains endroits, ça a réussi et il y a justement des figures d'opposition qui ont réussi à se faire élire dans ces scrutins-là. Et en parlant de Navalny, est-ce qu'on a des nouvelles de lui? On se rappelle là, qu'il avait quand même subi un empoisonnement dans des circonstances qu'on peut qualifier de douteuses. Là. Oui, très douteuses. On va vous donner les faits. Navalny, lors de la campagne électorale qui se tenait justement depuis le mois dernier, avait eu un malaise le 20 août lors d'un voyage en avion en buvant un thé. Cette situation était tellement mauvaise que lors de la sortie de son avion, il a été hospitalisé dans un hôpital de Omsk et 2 jours après, il a été transféré en Allemagne. Rendu en Allemagne, il a été plongé dans un coma artificiel de 3 semaines et les autorités médicales allemandes ont révélé qu'ils ont trouvé des traces de Novichok qui expliqueraient l'empoisonnement de Navalny. De son côté, la Russie nie, mais si les allégations sont vraies, c'est quand même difficile pour la Russie de se décider parce que Novichok, c'est quand même une arme militaire. On peut pas trouver ça au coin de la rue. Donc, à cause de ces allégations-là et à cause justement du scandale Navalny, l'empoisonnement de Navalny, les relations entre l'Allemagne et la Russie sont en train de se tendre. Et il y a quand même des gros enjeux en jeu, entre guillemets, parce que il y a la construction d'un gazoduc, le gazoduc Nord Stream 2, où il y a vraiment des enjeux monétaires considérables qui commencent à être remis en question justement à cause de ce dernier
scandale-là. En fin de partie, on pourrait quand même croire que le gazoduc va se faire parce que c'est quand même des enjeux considérables des deux parties. L'Allemagne a beaucoup investi dans ce gazoduc-là, la Russie aussi. Donc, si les relations se refroidissent, on pourrait quand même croire que ce projet-là va se terminer en bout de ligne. Parfait. Bien, c'est une situation, c'est sûr qu'on va continuer à surveiller là, du côté de la Russie. Benoît Lapierre, politologue dans le cadre de notre chronique internationale. Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.